bonjour, bienvenue à ce nouveau Science on Tourne où aujourd'hui on va aborder le peuplier noir et sa diversité génétique. Pour ça nous avons rendez-vous sur une île à Marot-au-Pré. Nous sommes à quelques kilomètres d'Orléans dans le Loiret et nous avons rendez-vous avec Marc Villard, chercheur à INRAE. Et bonjour Marie-Laure. Bonjour Marc. Bienvenue à l'île de Marot, ça me fait plaisir de te voir. Merci. Voilà, donc on est sur l'île de Marot-au-Pré, l'île Peuplier Noir, ce qu'on appelle nous l'unité conservatoire Peuplier Noir. Et je te propose qu'on aille t'expliquer tout ce qu'on y fait. Très bien, merci pour l'accueil. L'unité mixte de recherche Biofora conduit le programme national de conservation des ressources génétiques depuis 20 ans. Donc nous sommes ici dans le secteur de Marot-Saint-Mémin, qui est la première unité conservatoire de l'espèce peuplier noir. C'est un secteur géographique déterminé, secteur géographique et écologique déterminé pour la vie et la survie de l'espèce. C'est un secteur qui a été labellisé par le ministère de l'Agriculture et qui est le premier en France de ce type. Il y a actuellement 5 unités conservatoires sur le territoire métropolitain. Cette unité conservatoire Marot-Saint-Mémin est située dans la réserve naturelle nationale de Saint-Mémin, située à 10 km en aval d'Orléans dans le Loiret et pilotée par Damien Imray, conservateur de cette réserve. La réserve naturelle de Saint-Mémin protège un tronçon de Loire de 8 km. Juste à l'aval d'Orléans, on est proche de l'agglomération orléanaise, mais on a une diversité d'habitats, une mosaïque de milieux naturels imbriqués les uns dans les autres. La réserve naturelle, comme toutes les réserves naturelles de France, a 3 grandes missions. La première, c'est protéger le patrimoine, la faune, la flore, les paysages, gérer et connaître, un volet plus scientifique. Et puis le dernier, c'est tout un travail de sensibilisation, faire découvrir au public la faune, la flore et le rôle d'un espace naturel protégé. Parmi les différents milieux naturels qui sont présents sur la réserve, on a notamment la forêt alluviale, qui a un milieu très intéressant parce qu'il se situe à l'interface entre l'eau et la terre ferme. Dans ce milieu naturel gravitent de nombreuses espèces, à la fois végétales et animales. Les plus emblématiques sur la Loire, c'est le castor d'Europe, mais on a également la présence de la loutre, qui est un mammifère qui est revenu naturellement depuis quelques années. La forêt alluviale est un habitat essentiel dans la réserve naturelle. On la trouve sous forme linéaire ou sous forme de boisement et c'est vraiment un milieu intéressant parce qu'il est à l'interface du milieu aquatique et du milieu terrestre. On trouve différents stades sur cette forêt alluviale, soit des secteurs très jeunes qui vont être des zones de nourrissage pour le castor d'Europe, espèce emblématique de la Loire, et puis dans des secteurs plus anciens où on va nous laisser la forêt se développer sans intervention humaine. On parle de naturalité. On va retrouver là tout un cortège d'espèces comme les pics, le pivert, pic et pêche, le pic-mare et différents insectes liés au bois mort qui vont composer la biodiversité de ce milieu naturel. Dans ce milieu naturel qui est la forêt alluviale, on trouve 3 essences qui vont structurer les boisements. On va voir le peuplier noir et le saule blanc qui sont vraiment les 2 essences liées à la dynamique fluviale. Et puis on a également l'orme lisse, qui est une espèce plutôt rare, avec des individus répartis tout au long du territoire, mais de façon disséminée, qui composent et qui font partie de ce patrimoine biologique particulier de cet habitat. Dans le cadre des études scientifiques que nous réalisons sur le territoire de la réserve naturelle, nous avons eu l'occasion de nous entourer de chercheurs, notamment ceux de l'INRAE ou de l'Université de Tours. Ils nous apportent des compétences particulières, des matériels spécifiques pour étudier plus en détail les mécanismes et les liens entre la biodiversité, la faune, la flore et le milieu plus minéral, notamment sur les îles de Marot. Un projet particulièrement emblématique de ces dernières années est le projet BioMarot qui s'est déroulé de 2012 à 2019. C'est un projet qui a été financé par la région Centre et le FEDER qui a permis d'avoir une approche pluridisciplinaire sur les îles de Marot sur de nombreuses thématiques. Le cycle de régénération de l'espèce, le peuplier noir, dépend d'un certain nombre de composants. D'abord, la première composante, c'est des sédiments. Les sédiments, les voilà. On est ici en bord de Loire, il y a du sable, des sables grossiers et des graviers. L'étape suivante est donc la germination des graines. Les graines sont disséminées par le vent et par l'eau.
se dépose sur les substrats humides qui ont été décapés par les crues l'hiver précédent. La germination est très rapide, c'est vraiment une particularité du peuplier noir et la croissance est immédiate. Le semis de peuplier noir a une période très difficile qui est la première année. Il y a d'abord l'été. L'été, il peut y avoir une sécheresse estivale. Le niveau de la Loire, ici on est en bord de Loire, le niveau de la Loire peut descendre très rapidement. Il peut souffrir d'un stress hydrique. Et surtout également l'hiver suivant, il peut y avoir des crues extrêmement violentes de la Loire. Et le semis, s'il n'est pas ancré suffisamment, peut être arraché ou peut être recouvert de sédiments. Donc la première année, capitale pour le semis. Et certaines années, le semis de l'année ne survit pas l'année N+1. Ce peuplier noir est un peuplier noir de 2013. Comment savons-nous que cet arbre est un peuplier noir de 2013? Parce que ici, sur le site où je suis, le site a été complètement arasé par les services de l'État en septembre 2012. Donc à partir de printemps 2013, nous avons suivi la régénération année par année. Donc potentiellement, il y a des graines dans l'air tous les ans. Potentiellement, les graines peuvent germer tous les ans. Mais les aléas climatiques et les aléas de la dynamique morphosédimentaire de la Loire font qu'en 2021, il ne reste que des peupliers noirs de la régénération de l'année 2013 et de la régénération de l'année 2017. Seuls ces peupliers noirs de ces deux années ont survécu. Alors dans ce secteur des îles de Marot-au-Pré vit une famille de castors, qui est une espèce emblématique de la Loire. C'est une espèce qui se nourrit essentiellement de feuilles et de branchages, de saules et de peupliers noirs. On voit ici particulièrement des traces de son passage et puis des branches dont il est venu se nourrir dans la nuit avec des traces de dents que l'on observe très facilement au bout de chaque tige. Nous sommes ici sur un peuplier noir dont la graine a germé en 2013. Donc en théorie, on devrait avoir un arbre unique avec un tronc unique qui ferait entre 10 et 15 mètres de haut. Or, nous avons ici sur site du castor d'Europe, présent sur site, qui en fait s'alimente du peuplier noir. Donc l'arbre est sectionné régulièrement, rejette de dessous, je fais un certain nombre de brins et au fur et à mesure des années, chaque année, chaque hiver, les brins sont recépés. Et donc, ces rejets forment cette boule caractéristique qu'on voit ici. Donc, le programme de conservation des ressources génétiques implique des études de diversité génétique. Cette diversité génétique est absolument indispensable pour l'espèce peuplier noir pour faire face aux évolutions du milieu et notamment pour s'adapter aux conditions de changement climatique. Donc cette diversité, on peut la voir en milieu naturel par de la diversité visible. Le peuplier noir est confronté à diverses contraintes dans son milieu naturel et notamment il est confronté à des ravageurs et à des maladies. L'une de ces maladies qui est très importante, c'est la rouille du peuplier qui est provoquée par un champignon. Et vis-à-vis de ce ravageur, on peut également observer de la diversité. Ici, nous avons à ma gauche un peuplier qui est rempli de symptômes, donc qui est totalement jaune, qui est donc dit sensible à la rouille. Et puis à ma droite, un peuplier dont le feuillage est totalement vert, donc résistant. Cette diversité génétique visible n'est qu'une partie de la diversité génétique que l'on peut trouver au sein des populations. Pour aller au-delà, nous faisons des analyses en laboratoire, notamment à l'aide de marqueurs moléculaires au niveau de l'ADN. Et pour cela, nous devons prélever des échantillons sur le terrain pour évaluer toute la diversité génétique qui est présente au sein du peuplier noir. Donc nous avons ici apparemment 5 arbres différents, mais on va prélever des feuilles pour déterminer en laboratoire si ce sont vraiment des arbres différents ou pas. C'est parti pour le labo. Bienvenue au laboratoire de biologie moléculaire de l'unité mixte de recherche Biofora qui travaille sur les arbres forestiers
Et dans ce laboratoire, nous étudions l'ADN et l'ARN de ces arbres forestiers et en particulier du peuplier noir. Nous nous intéressons au polymorphisme ADN chez le peuplier noir. Qu'est-ce que l'ADN? L'acide désoxyribonucléique, c'est le support de l'information génétique héréditaire. C'est un code basé sur 4 lettres, les bases nucléotidiques A, T, G et C. Dans cet ADN, on trouve les gènes, qui sont des portions d'ADN caractérisées par un enchaînement de paires de bases bien précis. Et la transcription et la traduction, donc l'expression de ces gènes, permettent le fonctionnement des cellules. Le phénotype est le résultat, entre autres, de l'expression de ces gènes. Les mutations au niveau de l'ADN peuvent être de plusieurs types. Par exemple, des SNP, qui sont des modifications d'une seule paire de bases au niveau de la séquence, ou bien les microsatellites, qui sont des répétitions de séquences très courtes de 2, 3, 4 nucléotides, qui varient entre les individus. Ces mutations ne sont pas forcément exprimées et visibles au niveau du phénotype, donc nous développons ici au niveau du laboratoire de biologie moléculaire des marqueurs qui permettent de les mettre en évidence. Intéressons-nous aux microsatellites, donc ce sont des variations d'un nombre de répétitions et cette variation va faire varier la longueur de l'ADN. Et cette variation de longueur, nous pourrons la mettre en évidence grâce à la PCR. Pour faire une PCR, afin d'accéder aux marqueurs moléculaires, nous avons besoin d'extraire l'ADN. Et pour cela, nous prenons une petite feuille de peuplier noir que l'on met dans l'azote afin de la broyer. Et d'obtenir une poudre très fine de feuilles, comme ceci. Après avoir mis la poudre broyée dans un tube, je vais faire la première étape d'extraction de l'ADN qui est la lyse. Donc pour cela, je mets le tampon. Cette lyse va permettre de casser la paroi des cellules pour pouvoir accéder à l'ADN et le libérer de toutes les parois dans lesquelles il est enfermé. L'étape suivante, c'est la précipitation des protéines afin qu'on se débarrasse de toutes ces protéines qui sont accrochées à l'ADN et pour n'avoir plus qu'un ADN natif. Pour les étapes suivantes, on va ensuite précipiter l'ADN, ceci afin de le nettoyer, de retirer toutes les petites impuretés qui auraient pu rester accrochées à nos filaments d'ADN. Et enfin, on l'élue, c'est-à-dire que là, on le rend soluble, il va être pur et on va pouvoir le travailler avec la PCR. L'objectif de cette PCR, ou réaction de polymérisation en chaîne, est d'amplifier un très grand nombre de fois un fragment. Donc un fragment spécifique, un fragment qui nous intéresse. Comment va-t-on faire cette PCR? On va d'abord ajouter à l'ADN les ingrédients qui nous intéressent, c'est-à-dire des sels, des tampons qui vont permettre d'avoir un pH stable, des amorces qui sont des petits fragments d'ADN que nous avons dessinés et qui sont très spécifiques du fragment qui nous intéresse. On va y ajouter les nucléotides, les 4 bases, et ainsi que l'enzyme qui est la TAC polymérase. La première étape de cette réaction va être une dénaturation. On va chauffer nos ADN afin que les deux brins se séparent. La deuxième étape va être l'hybridation où les petites amorces que l'on a introduites dans le tube vont s'accrocher au niveau du fragment spécifique que l'on souhaite amplifier. Et enfin, une dernière étape d'élongation où là, l'enzyme polymérase va rallonger les fragments que l'on souhaite amplifier. Ce cycle de 3 étapes nous permet donc de passer d'un fragment à 2 fragments et nous allons faire ces cycles une trentaine de fois de manière à obtenir 2 puissance 30 fragments. Je vous ai fait la démonstration d'extraction d'ADN et l'explication de la PCR pour un individu, mais il faut savoir que pour étudier la diversité du peuplier noir, nous avons besoin d'un très grand nombre d'individus et donc nous travaillons avec des plaques 96 comme celle-ci qui a été rapportée par Véronique de l'île de Marot. Après avoir amplifié les fragments qui nous intéressaient de tous les individus, on va pouvoir les visualiser à l'aide d'une électrophorèse. Le principe de l'électrophorèse sur gel d'agarose est de déposer dans chaque puits l'amplification PCR de chaque individu. Donc, dans un puits, j'ai l'amplification d'un seul individu. Nous allons appliquer un champ électrique le long de ce gel, car les molécules d'ADN sont chargées négativement et vont donc être attirées par le pôle positif. Les petits fragments vont migrer rapidement, alors que les plus gros fragments vont migrer plus lentement. On aura donc bien la possibilité de visualiser les différences de taille entre les fragments. Le gel d'électrophorèse en agarose
ne nous permet pas d'avoir une grande précision sur la taille des fragments et ni de traiter un très grand nombre d'échantillons. Pour cela, nous passons donc sur un appareil que l'on appelle un séquenceur et qui va nous permettre donc de traiter en plus haut débit les échantillons et également d'avoir une très grande précision des fragments. Cet appareil utilise le même principe d'électrophorèse. Les échantillons sont placés dans des plaques 96 et vont être déplacés sous ces capillaires où ils vont être absorbés par le principe électrique, c'est-à-dire que les ADN chargés négativement vont être attirés par le pôle positif et vont donc migrer le long des capillaires jusqu'au laser, les plus petits fragments le plus rapidement, les plus gros fragments ensuite, et c'est le laser qui nous donnera la taille de ces fragments. Après une nuit au séquenceur, nous avons donc passé 2 fois 96 échantillons, dont voici les résultats pour 3 individus. Donc, chaque ligne est un individu différent. Nous voyons que l'individu A et l'individu B montrent un pic, alors que l'individu C montre 2 pics. Il faut savoir que le peuplier noir est une espèce diploïde qui reçoit un jeu de chromosomes maternels et un jeu de chromosomes paternels. C'est pour ça que nous avons 2 pics, soit 2 allèles. Pour les individus A et B, ils n'ont qu'un seul pic, car l'information était la même chez le père et chez la mère. Voici ici 3 autres résultats de 3 individus que l'on pense clones, donc dont on souhaite valider cette clonalité. On se rend compte que chaque individu a 2 pics et que ces pics s'alignent, ont donc exactement la même taille. On peut valider cette clonalité pour ces 3 individus. 3 individus supplémentaires, c'est un descendant au milieu ainsi que la mère et le père putatif de ce descendant. On souhaite valider cette descendance. Pour cela, on se rend compte que un des pics du descendant est bien identique à la mère et le second pic est bien identique au père. On valide donc que ce descendant est bien à l'origine du croisement entre cette mère et ce père. Pour faire des analyses plus précises, nous avons besoin de plusieurs marqueurs par individu. Ainsi, on construit un tableau de longueur de fragments pour chaque individu et chaque marqueur. Et ce tableau nous permet de calculer des différences entre paires d'individus et donc les distances génétiques entre les individus. Ces distances, ce tableau de distance génétique peut être représenté par un graphique de type dendrogramme où les branches de cette sorte d'arbre sont proportionnelles aux distances entre les individus. Donc, sur ce dendrogramme sont représentés les résultats issus de l'analyse d'une population de Saint-Amand-Montrond. On voit 2 paires d'individus sur ce dendrogramme pour lesquels la longueur des branches, donc la distance génétique, est nulle. Donc, ça veut dire que ces individus sont des clones. Donc on a ici 2 clones. Et puis on remarque également qu'on a 3 individus ici qui ont des distances génétiques avec le reste de la population un peu plus importantes, donc avec un certain niveau de diversité qui existe dans cette population de Saint-Amand-de-Montrond. Nous avons également analysé avec des marqueurs moléculaires des semis de peupliers noirs le long de la Loire, autour d'Orléans. Ici vous retrouvez Marot-au-Pré, où nous avons échantillonné plusieurs populations sur le même site. Et puis nous avons échantillonné environ 45 populations le long de la Loire sur 50 km. Les résultats de génotypage montrent qu'il y a une grande diversité au sein de ces différentes populations. Et on voit également que cette diversité n'est pas structurée au niveau géographique, c'est-à-dire que les populations qui sont éloignées au niveau géographique peuvent, au niveau génétique, être semblables et vice-versa. Ça montre qu'il y a encore, au niveau de la Loire, un grand brassage génétique. Les pollens, les graines peuvent aller à longue distance. Nous sommes ici dans une serre d'Inrae Ardon où nous avons en collection et en élevage une collection de peupliers qui provient de plusieurs pays européens, France, Italie, Allemagne et Pays-Bas. Ceci pour vous montrer qu'il existe aussi de la variation et de la diversité au niveau du phénotype. Le peuplier noir montre une grande diversité dans la forme de ses feuilles et dans la taille de ses feuilles. Donc j'ai prélevé ici 4 feuilles provenant de 4 individus différents et on voit des différences de taille et de forme, avec des formes en forme de triangle ici pour
cette feuille-là et cette feuille-là qui a une forme un petit peu différente. Ces deux individus proviennent de Drôme. Ici, une feuille plus petite qui provient d'un individu qui provient du sud de l'Italie. Et ici, des feuilles beaucoup plus grandes qui proviennent de la Loire. Et en effet, on peut lier cette variation de taille des feuilles à des variations de climat. En effet, le fait de faire des feuilles plus petites permet de moins transpirer pour l'arbre et donc de résister à la sécheresse et aux températures élevées. Donc nous avons ici un dispositif où nous avons testé 80 individus de l'espèce peuplier noir. Nous les avons inoculés avec 4 souches différentes de rouille. Nous avons utilisé pour cela des disques foliaires que nous maintenons en survie sur de l'eau. Le test dure 14 jours. Nous mesurons au cours de ces 14 jours 3 paramètres. Le premier, c'est la latence, qui est le temps qui s'écoule entre l'inoculation et le jour où apparaissent les premiers symptômes. Le deuxième est le nombre de pustules, qu'on appelle sores, qui apparaissent sur les feuilles. Et le troisième est la taille de ces pustules. On voit sur cette boîte des différences entre un cas où on a des pustules et un cas où on a 0 symptôme. Quelquefois apparaissent des points noirs. Et puis également un cas ici en bas où on a des pustules, des sores qui sont plus petits que dans les autres cas. Nous avons ici 2 boîtes où nous avons les mêmes 6 individus de peupliers noirs qui sont évalués contre 2 souches de rouille. Donc on voit des symptômes, on voit surtout ici un individu qui n'a pas de symptômes avec l'une des souches, et par contre il y a des symptômes avec la deuxième souche. Ceci pour dire qu'on voit de la variabilité pour la résistance chez le peuplier noir, sa résistance à la rouille, et qu'il faut également prendre en compte la variabilité de ce champignon qui peut s'adapter à des résistances qu'on pourrait trouver chez le peuplier noir. Nous vous avons présenté le peuplier noir et sa diversité, qu'elle soit visible ou non visible. Cette espèce est vraiment une espèce très importante, tant au niveau patrimonial, au niveau écologique, comme on l'a vu aujourd'hui, mais également au niveau économique, puisque c'est une espèce qui est utilisée dans les programmes d'amélioration pour créer des variétés pour la populiculture. C'est également une espèce modèle pour les études de génétique et de génomique en laboratoire. Donc le peuplier noir et le peuplier en général est une espèce modèle qui fédère autour des femmes et des hommes des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, que ce soit des universitaires, que ce soit des instituts de recherche publics ou privés. Tout un tas de disciplines, donc on a parlé d'écologie, on a parlé de génétique, on a parlé de génomique, mais on peut parler également de pathologie, on peut parler d'écophysiologie, on peut parler de géologie aussi, on a vu l'importance ici de la dynamique morphosédimentaire. C'est vrai que cette espèce est extrêmement capitale en recherche, en France, en Europe et dans le monde.